Je vous demande d'applaudir Jean-Pierre Dubois. C'est très imprudent, merci beaucoup. C'est très imprudent. Je voudrais d'abord dire que je suis très triste que Bertrand Badi ne puisse pas être parmi nous. Et si une caméra peut faire un zoom là-dessus, il va être quand même parmi nous. Je vous recommande à tous de lire son dernier livre qui est sorti il y a quelques semaines et qui s'appelle « Nous ne sommes plus seuls au monde, un autre regard sur l'ordre international ». Ça résonne avec beaucoup de choses que nous nous sommes dites et ça montre qu'il y a quelquefois des consonances et des convergences entre les experts et les sociétés. Voilà, donc lisez Bertrand Badi, je ne dis pas ça parce que c'est un ami, je dis ça parce que ça nous fait du bien à tous et que c'est utile. Donc je vais demander votre indulgence parce qu'évidemment tout ça s'est fait un peu dans l'improvisation, je ne prétends pas du tout synthétiser les 3 journées très riches qui se terminent maintenant, juste faire quelques remarques rapides pour essayer de contribuer à la suite de nos échanges autour de 4 questions que je résume de manière un peu simpliste, qui sont la question de l'universel, la question du juste, la question de l'impératif et la question du légitime. La question de l'universel, je dirais qu'au fond, c'était d'ailleurs notre intuition quand on a commencé à réfléchir à ces rencontres, l'Anthropocène nous contraint à universaliser l'universalisme, si vous me pardonnez cette formulation un peu étrange. Parce que l'universalisme a été longtemps porté dans une partie du monde par un certain type de société, au risque de se décentrer, parce que moi j'aime pas quand on dit décentrer, c'est avant qu'il était décentré, quand il était confisqué par une partie du monde. Il faut le recentrer sur l'universel, c'est pas la même chose. Donc voilà, cet universalisme impérieux, ce que Immanuel Wallerstein appelait l'universalisme européen, il est derrière nous. Il est derrière nous, pas seulement parce que l'Europe n'est plus maîtresse du monde, parce qu'elle vieillit un peu, il est derrière nous parce que l'Anthropocène, c'est un destin commun. Et donc, voilà, la première chose que nous avons constatée, c'est qu'il y a, on va dire, des bases objectives d'une sorte d'intérêt général planétaire. On l'a remarquablement vu à travers ce que nous avons fait dans le premier temps de nos réflexions. Bien sûr, on peut discuter le contenu de cet intérêt général planétaire, mais personne ne discute plus le principe de son existence. Nos destins sont interdépendants, ils seront de plus en plus interdépendants. Ça, c'est le côté objectif. Mais le côté subjectif, c'est que la conscience de ce destin commun grandit partout. Je n'ai pas le temps de m'y étendre, mais on voit bien qu'en réalité, dans toutes les sociétés, dans toutes les parties du monde, dans les sociétés civiles, chez les individus, dans les groupes, la conscience de cette urgence est infiniment plus importante et plus stimulante d'action réelle qu'elle ne l'était il y a une vingtaine d'années. Et d'une certaine façon, l'accord de Paris signifie que même les gouvernants ont fini par se rendre compte qu'il fallait donner un message universel. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce que quelque chose dans leur société poussait. Et il faut bien comprendre, c'est un des aspects de la crise géopolitique, qu'il n'y a plus aujourd'hui de leadership étatique. Il y a un accompagnement étatique de mutations qui traversent toutes nos sociétés. C'est une des difficultés de l'heure. En tout cas, on voit bien qu'il y a cette pression qui monte partout. C'est un aspect de l'universel qui est nouveau, c'est qu'il y a quelque chose en marche dans la diversité de l'humanité qui pousse à enfin sortir du verbalisme, à tirer les conséquences de ce constat que nous avons fait l'an dernier avec l'accord de Paris. Et du coup, se pose la question de l'universalisme. Je disais, l'Anthropocène nous contraint à universaliser cet universalisme. Ben parce que la position, je dirais, l'Europe des Lumières va civiliser le monde, cette position qui a toujours été éthiquement insoutenable, même quand elle était portée par Jules Ferry et ses races supérieures, elle est aujourd'hui tout simplement inaudible. Elle est objectivement absurde, indépendamment de ce qu'on peut en penser d'un point de vue éthique. Parce que c'est fini. Les Européens, peu à peu, comprennent qu'ils ne sont qu'une partie du monde, pas négligeable, mais une partie du monde et non plus son leadership. Donc, si Bertrand était là, et je regrette de nouveau, il nous aurait expliqué ce qu'il appelle la multicontextualisation de l'universel, qui est absolument nécessaire aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas militer pour les droits sans militer pour l'universel, mais si on milite honnêtement pour l'universel, on écrit universalisme au pluriel. Et je ne vais pas insister, on n'a pas le temps, sur les nombreuses voies d'accès philosophiques, religieuses, on l'a encore entendu tout à l'heure, mais on pourrait élargir le panel, qui permettent de partir du singulier pour aller vers un universel commun. Et c'est d'autant plus nécessaire que justement, une des limites de ce qu'ont été les Lumières européennes, c'est de partir de l'affirmation cartésienne, selon laquelle l'homme est maître et possesseur de la nature. Et donc,
cette tradition-là, qui a ses mérites, elle a à apprendre d'autres traditions et d'autres cultures, que nous ne sommes plus des propriétaires, nous ne devons plus nous penser comme des propriétaires, mais comme dit Rudolf Steiner, comme des invités. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons apprendre dans un échange interculturel à égalité de statut ontologique. Mais je voudrais tout de suite dire, ne jetons pas le bébé universel avec l'eau du bain postcolonial. Ne pensons pas que tout se vaut, que toutes les traditions, que toutes les opinions se valent. Quand je dis égalité de statut, ça ne veut pas dire que toutes les traditions sont respectables. Parce que si on disait ça, ça voudrait dire que les traditions qui refusent l'égalité en droit et en dignité des êtres humains seraient aussi respectables que les autres. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas militer pour l'universel sans militer pour l'égalité entre les êtres humains, l'égalité en dignité et en droit. Et donc, nous n'avons pas à renoncer à cela, nous avons à penser que les chemins de l'égalité et de l'universalité sont pluriels et que nous n'avons aucun monopole, ni nous, Européens, ni d'autres, n'ont de monopole là-dessus. C'est l'échange qui va le construire. Et par ailleurs, je crois qu'il faut aussi que nous sachions ne pas renoncer à la raison et à la science. Je le dis aussi parce que, ça a été redit tout à l'heure de manière très forte, il n'y a aucune espèce de contradiction entre la foi et la raison. Ce n'est pas ici qu'on va citer Ibn Rushd, et aussi Baruch Spinoza d'ailleurs, qui ont dit ça, tous les deux, à 500 ans d'intervalle. La foi et la raison, effectivement, et que de manière plus générale, nous n'avons pas à mettre en opposition absurde et mutilante les croyances et la rationalité. Nous avons besoin d'une commune raison. Nous avons besoin d'un commun savoir, tout simplement parce que nous ne pourrons pas à la fois respecter la diversité de nos croyances ou de nos non-croyances et trouver un universel commun si nous ne le faisons pas à partir de ce que la raison nous dicte. Et cette raison, elle a des tas de sources, mais nous la partageons. Je voudrais dire simplement que, enfin, on le sait tous, quoi, le GIEC est un exemple de ce qu'est un éclaireur, dans les deux sens du mot. C'est-à-dire marcher un peu en avant et éclairer le chemin. Et ça ne veut pas du tout dire que les experts du GIEC sont en dehors des sociétés. Mais ça veut dire que la démarche qui conduit à cela, sans le GIEC, serions-nous ici? Sans les constats du GIEC, est-ce qu'on aurait un peu bougé jusqu'au sommet des États et des gouvernements? Voilà. Donc la question de l'universalisme, c'est aujourd'hui de conjuguer cette diversité à égalité de statut des cultures et la commune raison et le commun savoir. Je passe à ma deuxième série de remarques sur le juste. L'Anthropocène, nous sommes, me semble-t-il, de remettre en cause ou de repenser notre rapport à la biosphère, on en a beaucoup parlé, aussi d'articuler ce que j'appellerais nos droits et nos responsabilités, parce que les devoirs, pour moi, c'est ce qu'on fait en rentrant de l'école. J'aime pas trop qu'on parle de devoirs aux adultes comme ça a un petit côté paternaliste. Vous savez, en France, dans les années 40, les gouvernants de Vichy parlaient beaucoup des devoirs, donc pour les Français, ça sonne mal. Donc je préfère parler des droits et des responsabilités. Et l'Anthropocène, nous sommes aussi de ne jamais penser l'écologique en dehors de la justice sociale. Quelques mots sur ces trois aspects. D'abord, la question de l'humanité dans la biosphère, on en a beaucoup parlé, notamment hier matin. Je dirais juste qu'il ne s'agit pas seulement d'humanité et qu'il ne s'agit pas seulement non plus de la nature, entre guillemets. Il s'agit du rapport entre les deux, c'est une évidence. Nous ne pouvons plus penser comme Descartes. Nous ne pouvons plus penser dans la ligne de ce qui a été la pensée européenne rationaliste, c'est-à-dire l'homme maître et possesseur de la nature. D'accord. Mais pour autant, nous sommes des humains. Enfin, je suis désolé de rappeler ça de manière assez claire. Je ne suis pas un arbre. Je ne suis pas un aigle. Je ne suis pas un faucon crécelle. Ça ne veut pas dire que je dois être indifférent à ce que représentent les arbres, les faucons crécelles et les aigles. Mais ça veut dire que nous devons penser en n'oubliant pas ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains avec une responsabilité d'être humain. Nous n'avons pas, me semble-t-il, mais ce serait absurde, à avoir cette espèce d'arrogance de nous proclamer porte-parole des autres. Alors les Européens ont beaucoup fait ça, hein, porte-parole des non-civilisés. On ne va pas faire ça avec les autres espèces. On ne va pas dire qu'on est porte-parole, mais qui nous aurait demandé de parler en leur nom? Des autres espèces vivantes ou de l'ensemble du règne du vivant? Nous ne sommes pas mandatés. Mais, et c'est extrêmement important, nous devons penser maintenant l'indivisibilité de ce que nous sommes et de la biosphère. C'est-à-dire que nous n'avons pas à parler à la place de ce que nous ne sommes pas, mais nous ne pouvons plus penser ce que nous sommes, l'humanité, indépendamment de ce qu'est le reste du monde vivant et le reste de la biosphère. C'est-à-dire que l'humain qui nous rassemble, je pense, comme militant de l'universel, il n'est pas objectivement détachable de ce qui arrive à la biosphère, ni de ce que l'humanité fait à la biosphère. Pour dire les choses simplement, nous ne devons plus être des propriétaires prédateurs, nous devons être des résidents responsables. Bon.
Et donc, on doit assumer, me semble-t-il, on a beaucoup insisté là-dessus, ce que j'appellerais une sorte de mutation anthropologique, qui est très profonde, qui est d'assumer pleinement cette responsabilité envers la biosphère. La biosphère, je dis, nous l'habitons. Je voudrais juste ajouter quelque chose que j'ai peut-être pas entendu par manque d'attention. Je ne savais pas que j'allais conclure, donc j'ai essayé de tout écouter, mais quand même. C'est pas seulement la biosphère que nous habitons, c'est la biosphère qui nous compose. Le mot environnement me gêne toujours un peu, comme s'il y avait moi et puis ce qui m'entoure. Mais non, la biosphère est à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de votre corps. Chacune et chacun d'entre nous abrite en moyenne 100 000 bactéries. Je ne voudrais pas entrer dans des détails sordides, mais la biosphère est à l'intérieur de nous, nous sommes composés de cette biosphère. Ce n'est pas seulement que nous l'habitons, c'est qu'elle est à l'intérieur même de ce qui constitue notre humanité. Donc voilà, il y a cette idée de ne pas choisir entre un point de vue l'humain central et un point de vue ce qui compte c'est la planète, peu importe l'humanité. Entre nous, l'avenir de la planète, il est assuré pour 5 milliards d'années à peu près, si j'ai bien compris, hein, jusqu'à ce que le Soleil devienne une géante rouge. Hein. La question c'est, est-ce que cette planète va évoluer de manière telle que l'humanité puisse y trouver un avenir? C'est ça la vraie question. Et nous ne pouvons plus séparer les deux termes. Nous ne pouvons plus penser l'humanité sans la biosphère et la biosphère sans l'humanité, me semble-t-il. Il en résulte un certain nombre de droits, d'obligations et de responsabilités. Et c'est mon deuxième point sur le juste. Je crois que, enfin depuis 1789, en tout cas, pour les Français, mais pas seulement, je pense qu'il y a un retentissement plus large, nous savons que les droits ne sont pas conditionnés par des devoirs. Ça a été discuté par les révolutionnaires, ils ont refusé ça. Ils ont dit que les droits sont inconditionnels. Parce que les droits dépendent de notre humanité. Tout être humain a des droits. Tout être humain a une dignité et des droits. Et donc, si on réserve les droits à ceux qui font bien leurs devoirs, alors on commence à créer des sous-hommes et des surhommes, des méritants et des non-méritants, des leftos et des leftards. Et je vous assure qu'en France, on entend beaucoup ça depuis des années. Et donc, on commence à nier l'égalité et à nier l'universel. Mais en même temps, nous savons parfaitement qu'aucune société ne peut vivre sans le respect d'un certain nombre d'obligations et sans la prise d'un certain nombre de responsabilités. Donc il n'est pas question d'être dans une espèce d'individualisme forcené qui dirait que les individus ont tous les droits et la société n'implique aucune espèce d'obligation. Simplement, les droits sont inconditionnels, mais ça ne dispense pas du respect d'un certain nombre d'obligations et d'assumer un certain nombre de responsabilités. Et là, je reviendrai à ce qu'on nous citait hier matin, René Cassin cherchant, et il n'a pas été entendu, à inclure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ce qu'il appelait l'acceptation des charges et sacrifices exigés par le bien commun. Et si je recite cela, qu'on nous a cité hier matin, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les porteurs de biens communs ne sont plus seulement les États. Pendant longtemps, c'était l'État qui définissait ces obligations sociales. Aujourd'hui, c'est bien plus compliqué. Il y a les États, mais il y a des acteurs sociétaux, il y a des sociétés civiles, et il y a surtout un croisement de niveaux. Il y a du bien commun qui se dessine à des échelles locales, à des échelles régionales, étatiques, continentales, et même aujourd'hui planétaires. Donc nous avons à penser cette diversité à toutes les échelles, nationales, internationales et mondiales, c'est pas du tout la même chose, internationale et mondiale, et nous avons donc à essayer de penser une sorte de dialectique des droits et des responsabilités. Rien ne retire à un être humain ses droits, mais ces droits, il ne peut les exercer que dans un cadre où les responsabilités sont assumées et où les obligations sont assumées. Dernier point sur cette question du juste, l'indivisibilité de l'écologique et du social. Ce n'est pas un postulat éthique, hein, ce n'est pas pour dire on est de gauche. C'est simplement une marque de réalisme. C'est un constat réaliste. Si la transition n'est pas juste, il n'y aura pas de transition. Et ça, nous l'avons entendu. On est bien au Maroc pour dire ça. Hein. On doit l'entendre partout, on l'entend même en Europe, mais ici, on est bien au Maroc pour dire ça. Il ne s'agit pas seulement de l'humanité, je disais tout à l'heure. Et il ne s'agit pas seulement de la nature. Parce que si la transition n'est pas juste, qu'est-ce qui se passe? Elle est inaudible. Le discours sur la transition est inaudible. C'est Bertrand Schwartz, je crois, qui il y a quelques décennies disait « Comment voulez-vous parler de long terme à des gens dont le projet de survie est à 24 heures ?» La formule est un peu brutale, mais de manière plus générale. La majorité de l'humanité, elle est d'abord préoccupée légitimement, je crois que Driss nous le rappelait encore hier, légitimement par le besoin de consommer plus. Pas forcément n'importe comment, pas forcément n'importe quoi, mais le progrès matériel. Le progrès matériel, après tout, c'est ce qui est arrivé aux autres. Et surtout, c'est légitime de chercher à sortir de la pauvreté et du dénuement. Et même quelquefois, il ne s'agit pas de progrès matériel, mais de survie à court terme. Hein. Et donc, nous n'avons pas à donner de leçons, mais nous n'avons pas non plus le choix. Si nous n'articulons pas la justice et la transition, la justice sociale, y compris Nord-Sud, et la transition écologique, il n'y aura pas de transition.
Si nous n'oublions pas que nous avons des priorités communes, mais qu'il y a aussi des priorités et des nécessités situées qui ne sont pas les mêmes selon les parties du monde, il n'y aura pas de transition. Ça suppose deux choses. D'abord de mesurer et de garder à l'esprit les données objectives, les énormes différences de situation, de moyens entre les parties du monde, mais aussi de multicontextualiser, comme dit Bertrand Badi, le subjectif, c'est-à-dire d'intégrer des points de vue des acteurs qui ne sont pas les mêmes et qui sont même très éloignés entre quelqu'un qui habite en Californie et quelqu'un qui habite en Centrafrique. Je ne veux pas caricaturer, mais voilà, il y a des points de vue sur le monde et sur les priorités qui ne sont pas les mêmes. La hiérarchie des urgences n'est pas vécue de la même façon et nous devons en tenir compte. Et donc, je voudrais faire une parenthèse très courte, parce que je sens que vous êtes tous fatigués, mais quand même. Petite parenthèse qui n'est pas que franco-française. Dans les débats qui ne font pas toujours un très grand honneur à l'arrogance intellectuelle de mon pays, qui nous agite en France, à proximité d'élections, il y est pour quelque chose. On entend beaucoup parler démographie. On en a un peu parlé ici, mais de manière un peu plus intelligente, heureusement. Il faut prendre en compte les perspectives démographiques, bien sûr que ça a un impact, mais ne nous laissons pas manipuler, refusons ce que j'appellerais les manipulations post-coloniales des projections démographiques. C'est vrai, il y a une perspective démographique très forte qui est un défi. Mais hier, dans le temps 3 sur l'économie, hier après-midi, nous avons eu des cartes que notre ami de l'ONU nous a très bien présentées, avec, vous savez, ces continents qui se dilatent ou qui rétrécissent quand on prend en compte leur impact réel sur le changement climatique. Alors ce qu'elles nous disent, ces cartes, c'est que les empreintes carbone par habitant sont extraordinairement inégales. Je n'en donne qu'un exemple parce que nous sommes au Maroc. 1 an d'émissions de CO2 d'un citoyen marocain, c'est 3 minutes d'émissions de CO2 d'un citoyen des États-Unis d'Amérique. Donc on peut parler démographie, mais seulement après qu'on a appliqué ce correctif. Parce que sinon, on prend les vessies pour des lanternes et on prend les citoyens pour des colons qui auraient oublié dans quel monde ils vivent, ce qu'ils ne sont pas. Et donc il faut bien sûr, c'est une absolue nécessité, il faut répartir les efforts et les bénéfices de cette transition. Ça suppose de s'entendre sur ce que sont la justice, la richesse, l'utilité, je n'ai pas le temps du tout de développer, mais la justice inclusive, sinon, la richesse pas seulement humaine, je ne parle pas seulement des finances, mais pas seulement la richesse humaine, la richesse que j'appellerais biosphérique, par exemple la biodiversité, ce n'est pas seulement une question humaine, et l'utilité, pas seulement bien sûr sociale, nous sommes déjà habitués à dire attention, l'utilité c'est pas seulement un calcul marginal d'économistes libéraux, c'est l'utilité sociale, mais là aussi, je dirais l'utilité sociale, mais aussi écosystémique, parce que c'est seulement si nous intégrons ces dimensions qui sont exigeantes que nous pouvons repérer et définir ce qu'on pourrait appeler des communs mondiaux, pour reprendre un vocabulaire classique, et autour de ces communs, pour les faire grandir, bâtir une sorte de contrat social à l'échelle planétaire qui serait fondé sur un développement humain durable, comme on dit aux Nations Unies. Et ça suppose, on l'a beaucoup entendu, mais c'est normal, cette fameuse responsabilité commune et différenciée, c'est un très joli mot, c'est un très beau slogan. Maintenant, il reste à le faire. Vous savez, Gandhi, à qui un journaliste anglais disait « Mais qu'est-ce que vous pensez de la civilisation occidentale ?» Gandhi répondait « J'en pense que ce serait une très bonne idée. » Mais on commence quand? C'est la même chose, la responsabilité commune indifférenciée, c'est une très très belle idée. Il faut le faire pour lutter contre l'injustice climatique. Et ce n'est pas seulement un slogan, si ce n'est pas seulement un slogan, ça suppose, on en a parlé hier après-midi, j'ai trouvé ça très intéressant, ce que j'appellerais une écologie territoriale comparative, notamment on l'a dit pour la dette écologique à la fin de la séance d'hier après-midi, pour déterminer territoire par territoire quels sont les rétablissements de l'égalité nécessaires, et ce ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, c'est même pas seulement d'un État à l'autre, c'est d'un territoire à l'autre pour arriver à une transition juste. Mais évidemment, si on ne veut pas se contenter des slogans, si on ne veut pas se contenter des grands-messes, comme on disait tout à l'heure, il faut passer aux actes. Et dans l'état actuel du monde, je ne dis pas ça parce que je suis juriste, mais passer aux actes, c'est souvent passer au droit. D'où mon troisième temps, la question des énoncés impératifs. J'ai dit l'universel, le juste, mais l'impératif. Comment passer aux actes et passer à l'impératif? Bien sûr, on en a parlé hier matin, de cette idée d'un droit commun de l'humanité, même si on n'a pas pu avoir Mireille Denas-Marty avec nous, elle était quand même un peu avec nous, à travers la question de est-ce qu'on peut avoir des normes effectives, des garanties qui soient solides, etc. D'où un débat sur ce qu'est le droit, sur ses forces, ses faiblesses, ses limites. Je vais passer rapidement, mais nous avons entendu des diplomates, des avocats, des représentants d'ONG. Les uns annoncent de bonnes nouvelles, ils se félicitent de l'unanimité des États. Voilà, cette fois-ci, c'est plus nous regardons ailleurs, nous regardons tous notre maison qui brûle. C'est effectivement un grand progrès. Et
Les autres disent, oui, mais enfin, tout ça doit se terminer devant le juge. On a entendu notamment nos amis avocats dire, à un moment donné, on va devant le juge. Et c'est là qu'on voit si c'est solide ou si c'était juste du vent. C'est-à-dire, le droit progresse quand il est justiciable. Et nous avons entendu, notamment du point de vue des ONG qui défendent des populations victimes, nous avons entendu les extrêmes difficultés, les blocages, les obstacles pour mettre en cause notamment la responsabilité des transnationales de manière effective. Bon, mais derrière cette diversité de points de vue, qui est normale, chacun voit les choses à partir de sa pratique, il y a, me semble-t-il, une controverse, c'est très légitime et intéressant, non pas entre le cru et le cuit, on ne va pas convoquer les Lévi-Strauss, mais ce que j'appellerais entre le dur et le mou. Parce que les juristes aiment bien parler du droit dur et du droit mou, de la hard law et de la soft law, si on veut parler anglais comme tout le monde. Donc, il y a ceux qui disent la soft law, c'est du bavardage. Et même quelquefois, c'est du greening trompeur. Mais il y a d'autres qui disent mais non, pas du tout. Ce sont les avancées de la soft law qui ouvrent des voies, qui préparent l'avenir. Et si on doit attendre que la hard law soit effective, eh ben, entre-temps, nous serons à plus 10 degrés. Hein, et donc, il faut être pragmatique et prendre tous les chemins que l'on pourra. Et il me semble que nous avons refusé d'entrer dans cette espèce de jeu de rôle, d'affrontement entre les partisans du dur et du mou, et peut-être au contraire de promouvoir, c'est ce qu'on a fait à la fin de la matinée hier, une sorte de dialectique du soft et du hard, si je puis dire. D'abord parce que le mou vaut mieux que rien, si je peux dire ça en termes très simples. Ça n'est pas merveilleux, mais c'est mieux que rien. Et le mou, le soft law, produit déjà des résultats significatifs. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais on nous a expliqué, par exemple sur la RSE, comment en Europe on allait plus loin que les obligations réglementaires, parce qu'il y avait des engagements qui permettaient de pousser les choses en avant. Mais on pourrait aussi dire que, notre ami de l'UNESCO nous l'a présenté, l'idée de travaux sur une déclaration éthique, ce que fait la Commission mondiale sur l'éthique scientifique et technologique, tout ça, ce sont des éléments de pression qui font progresser les idées et les rapports de force. Bref, en gros, c'est comme pour le name and shame vis-à-vis des entreprises à qui on fait honte, la réputation compte et il y a une pression sur les gouvernants pour que, puisque maintenant ils ont tous compris que notre maison brûlait et qu'ils sont unanimes à faire le constat, on le sait depuis Paris, ben maintenant on puisse transformer les intentions de Paris en actes, ce qui est évidemment une urgence. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit tout à l'heure. L'accord de Paris est une excellente nouvelle dans son principe, dans son contenu. Ce sera une excellente nouvelle, comme dirait Gandhi, si on s'y met vraiment. Mais pour le moment, ça reste à écrire. La suite à Marrakech. Donc, le droit mou, c'est intéressant, c'est dynamique, mais ça ne peut pas suffire. Si on veut satisfaire nos exigences d'égalité, de justiciabilité, il faut durcir le droit. Il faut, d'abord parce que la peur du gendarme, ça permet d'être plus sage, quand même. Hein, et la peur du juge, ça stimule incroyablement le volontariat. Donc, il ne faut pas se priver de ça. Et puis, vous savez, la vertu, la charité, c'est très bien, mais c'est un peu fragile. Et surtout, ça ne protège pas toujours tout le monde. Parce qu'on a tendance à être extrêmement vertueux là où sont les projecteurs et que beaucoup de populations qui auraient besoin d'aide ne sont pas là où la réputation se construit. Donc si on veut respecter l'égalité et l'universalité, on ne peut pas seulement faire confiance à la bonne volonté, même si toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Donc il faut durcir le droit, pas seulement pour satisfaire nos amis avocats et leurs clients, les ONG, les causes qu'elles défendent, etc., mais juste parce que, bon, il faut aller devant un juge quand c'est nécessaire, mais il faut surtout pousser au renforcement du droit. Et je voudrais citer là quelque chose que je crois Driss rappelait hier, qui est l'intérêt de faire converger des mécanismes internationaux qui, chacun de leur côté, sont en train de faire des choses utiles, mais qu'il faudrait mettre en résonance, en synergie. Je pense bien sûr au processus de l'accord de Paris, je pense aux objectifs de développement durable, et aussi aux négociations à Genève, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, sur un projet de résolution entreprise et droits de l'homme. Tout ça, ça permet de s'appuyer sur des initiatives soft pour aboutir à des normes qui soient un petit peu plus substantielles. Voilà, on pourrait ajouter d'autres préoccupations, ce qu'on nous a dit sur le projet d'un 3e pacte des Nations Unies, les réflexions du club de juristes, ce que font les gens de l'Union internationale pour la conservation de la nature, il y en a beaucoup d'autres. Je voudrais juste ajouter une initiative. Non pas le procureur général, mais la procureure générale près la Cour pénale internationale. Car j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est une femme, et donc on peut la mettre au féminin, elle s'appelle Fatou Bensouda, elle est gambienne, c'est une femme africaine. Elle a effectivement annoncé il y a un mois que le parquet de la CPI envisageait de poursuivre des crimes écologiques comme crimes contre l'humanité. Ça n'est qu'une annonce. On ne sait pas du tout quand on y arrivera. On ne sait pas du tout si ça débouchera sur des procès. Mais c'est un élément de rapport de force, c'est un élément de légitimation, et on peut s'appuyer là-dessus.
Il faut faire converger ces initiatives pour faire cette espèce de dialectique de soft law et de hard law, refuser une sorte de dialogue du sourd, avec d'un côté les gens qui disent il n'y a que la justiciabilité qui compte, hors du normatif il n'y a pas de salut, puis de l'autre des gens qui seraient des preneurs crédules de discours communicants, les engagements qui n'engagent à rien, etc. Et donc, allons jusqu'au bout des possibilités de l'initiative volontaire, du soft law. Sachons que quand on dit tout ou rien, c'est toujours rien, et que donc il ne faut pas attendre que les choses soient parfaitement satisfaisantes pour y aller, mais en même temps, travailler sur ce que Mireille Delors-Marty appelle les forces imaginantes du droit, c'est-à-dire de l'imagination, des processus dialectiques dans lesquels les intérêts bien compris poussent à être plus volontaires, c'est absolument nécessaire, mais en même temps, ça ne nous dispense pas d'aller vers des normes effectives qui protègent à égalité tout le monde et pas seulement les gens les plus visibles. Pour résumer les choses simplement, la souplesse, l'inventivité sont du côté du soft law, l'effectivité est plutôt du côté du hard. Donc je dirais que la soft law c'est le chemin, mais que le hard law reste notre but et la destination que nous voulons atteindre. Et enfin, dernier point, parce que je suis déjà beaucoup trop long, je crois qu'il ne faut pas céder à la juridicisation magique du monde. Je le dis d'autant plus que je suis juriste. C'est un grand danger, mais il guette autant les juristes, les non-juristes que les juristes. Pensez que le droit va tout résoudre. Non, certainement pas. Le droit, c'est de la mise en forme et de la mise en vigueur d'un certain nombre de rapports politiques, socio-culturels. Donc nous avons besoin de nouvelles régulations, nous savons ça. Mais ces régulations n'arriveront pas par la magie du droit. Elles arriveront si elles sont légitimes. Et c'est le dernier point dont je vais vous parler. Après l'universel, le juste et l'impératif, c'est la question du légitime. Nous sommes aujourd'hui face à des acteurs qui sont très divers et très contradictoires. Il y a les organisations interétatiques, les gouvernants des États, les entreprises, les acteurs financiers, y compris transnationaux, les sociétés civiles, enfin bref, et les citoyens, producteurs, consommateurs et citoyens qui s'informent, parce que nous sommes tous acteurs de la globalisation, et c'est quelque chose que nous n'avons jamais oublié. Et tous ces gens sont censés être comptables des urgences dont nous avons discuté. Sauf que tous ces acteurs sont traversés par des contradictions. Je n'ai pas le temps d'y insister, les marchés sont myopes. C'est normal. Ils sont gouvernés par des logiques de court terme. Mais les gouvernants aussi sont souvent myopes, notamment les gouvernants élus. Je suis un fervent démocrate, mais la loi de la démocratie, c'est que les mandats sont courts. Et donc, demander à des gouvernants élus qui rendront compte de leur mandat dans 5 ans de prioriser ce qui se passera à la fin du siècle, c'est leur demander un degré de sainteté laïque qui est presque surhumain. Donc les gouvernants aussi sont partagés, sont tiraillés entre leur conscience des enjeux et les mandats dont ils sont comptables. Mais nous aussi, nous le sommes. Nous sommes des individus scindés. En France, on dit « Ah, le travail du dimanche, je suis absolument contre », mais c'est bien pratique. Voilà. Et c'est la même chose en matière écologique. Nous sommes tous convaincus qu'il faut être plus vertueux, mais en même temps, nous utilisons beaucoup de choses. Combien d'entre nous, autour de cette table, utilisent des iPhones qui ne sont pas du tout des objets virtuels, mais qui sont faits avec des métaux rares et qui impliquent un certain nombre de conséquences énergétiques que nous connaissons bien. On ne va pas non plus renoncer à tout, mais nous sommes dans ces contradictions. Comment on peut sortir de ça ? Sortir de cette situation où il y a d'un côté nos intérêts immédiats, avoir un emploi, consommer au moindre coût, réaliser nos rêves de loisirs, aller en avion à l'autre bout de la planète, faire du tourisme, et puis en même temps avoir conscience que l'humanité va dans un mur et qu'elle accélère. Pour sortir de cette contradiction, dans ma jeunesse on aurait dit entre l'objectif et le subjectif, je crois qu'il faut définir des légitimités partagées. Et pour définir des légitimités partagées, je veux dire pas seulement une humanité consciente d'elle-même, comme on disait à l'époque des Lumières européennes, mais une humanité consciente de son rapport à la biosphère, dont je parlais il y a quelques instants. Pour définir ces légitimités partagées, il faut 3 conditions, que je ne fais qu'énumérer. D'abord, il faut considérer que la diversité des sociétés, des cultures, des systèmes politiques n'est pas un obstacle, elle est une ressource d'universalisation. Ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait surmonter pour arriver à l'universalisation, c'est un pilier pour l'universalisation. Et ça, c'est très difficile à penser pour un Européen cartésien qui fait du top-down, qui commence par poser une idée générale puis essayer d'en déduire des cas particuliers. Nous devons être dans l'induction, c'est nouveau, mais c'est important. On ne peut accéder à l'universel qu'à partir de sa propre histoire singulière, individuelle et collective. Deuxièmement, il faut articuler les niveaux territoriaux dans ce monde complexe, où on va du local au global et réciproquement, on en parlait encore un instant, les fameux slogans altermondialisme, mais il ne faut pas que ce soit seulement des slogans. Il faut articuler les niveaux de débat et les niveaux de prise de décision. Mais j'ajouterais, en mettant un peu les pieds dans le plat, il faut le faire, pour continuer à parler anglais, bottom-up. C'est-à-dire de bas en haut, selon un principe de subsidiarité ascendante. Parce que sinon, Christophe le disait à propos de la financiarisation, mais c'est un problème général, sinon on aura encore des solutions magiques, technologiques, financières, etc., qui seront totalement impossibles
à intégrer dans la conscience des personnes concernées, des populations concernées, et qui leur paraîtront des espèces de dictates éloignés de ce qu'ils vivent. Nous ne pourrons réussir cette transition que si elle part du vécu des populations, pas si elle leur est imposée par une espèce de magie rationaliste venue d'en haut. Donc c'est subsidiarité remontante. Et enfin, il faudra à un moment donné de la contrainte. Parce que ces régulations planétaires, elles sont devant nous. Hein. Ça n'a pas été tranché à Paris, c'est bien de dire 4 degrés, non, 2 degrés, non, 1,5. On aurait même pu dire 0,5, encore plus écolo. Oui, mais la question c'est comment? La question c'est qu'on n'a pas mis dans les perspectives ni par exemple le transport aérien, ni le transport maritime. La question c'est que le mot énergie ne figure même pas dans l'accord de Paris. C'est pas pour critiquer que je dis ça, c'est pour dire ce qu'il reste à faire. À un moment donné, il va falloir être désagréable. Et ce jour-là, il n'y aura plus d'unanimité. Si on parle charbon aux Australiens et aux Polonais, si on parle gaz aux Russes, si on parle gaz de schiste aux États-Unis, si on parle pétrole à toute une série d'États que vous connaissez bien, eh bien, évidemment, leurs intérêts vont être contradictoires. Donc, il va falloir de la régulation planétaire. Et historiquement, on citait Ernst Jonas hier, moi j'aime beaucoup le principe de responsabilité, mais ce n'est pas un modèle démocratique, hein, c'est un modèle d'autoritarisme bienveillant. Et je le dis avec tout l'intérêt que j'ai pour la pensée de Jonas. Comment on fait pour que ce soit démocratique, la transition que nous voulons? C'est une question vraiment importante. Dans l'histoire, le rationnement, ça débouche rarement sur la démocratie. Hein. Et nous sommes dans une perspective où l'énergie va être de plus en plus rationnée. Et donc, la question, c'est comment trouver une légitimité pour ces régulations qui ne soit pas une légitimité autoritaire et imposée. Je pense que nous avons besoin de créer les conditions de ce que j'appellerais un commun humain, à la fois objectif, hein, la condition humaine, nous la partageons, hein, les défis de l'Anthropocène, ils traversent les frontières et les classes sociales, ils nous concernent tous, mais aussi un commun humain subjectif, c'est toute la question de ce multicontextuel, c'est-à-dire il faut qu'il y ait convergence de différentes cultures et de différentes pensées sur le rapport de l'humain à la biosphère. Et si je dis ça, c'est juste, et vraiment je termine par là, pour dire que ça ne pourra pas être seulement l'affaire des États. Je suis bien conscient comme juriste, notamment, que depuis 400 ans, quoi, hein, depuis le traité de Westphalie, au moins, c'est la référence qu'on prend habituellement, eh bien, la prétendue communauté internationale, la société internationale est interétatique. On dit Organisation des Nations Unies, mais si l'expression n'avait pas déjà été prise, ça s'appelait l'Organisation des États-Unis, parce que ce sont les États qui sont représentés. Et donc, je sais tout ça, mais en même temps, si nous n'impliquons pas les sociétés civiles et les individus dans cette affaire, ça restera des mots. Pas parce que les gouvernants des États seraient des gens malhonnêtes ou incompétents, mais parce que les États ne peuvent rien s'ils sont déconnectés des sociétés sur lesquelles ils agissent. Et donc, nous avons besoin, probablement, pour sortir de ce dilemme que j'appelle le dilemme de Copenhague et de Paris, c'est-à-dire soit on prend des vraies décisions qui ont un impact concret, mais on n'est pas tous réunis, soit on est tous réunis, mais on ne peut prendre aucune décision concrète. Pour sortir de ça, nous avons besoin qu'à côté des États, non pas contre, mais à côté des États, il y ait une implication et une représentation des sociétés civiles. C'est vraiment impératif. Je ne sais pas, on évoquait hier une Assemblée générale mondiale du climat pour faire une fiscalité écologique mondiale. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pensais en moi-même, ça ne va pas être facile de déterminer la répartition des droits de vote. Hein. Ça ne va pas être simple. Bon. Mais globalement, si on fait un jour, on peut le souhaiter, peut-être une organisation mondiale de l'environnement, après tout, pourquoi pas, il faudra qu'on regarde ce qu'on a fait pour l'Organisation internationale du travail, qui est la seule, à ma connaissance, dans le système des Nations Unies, qui ne représente pas que des États. À l'OIT, il y a les États, les employeurs et les salariés. Il faudra être encore plus large. Si cette organisation voit le jour, il faudra qu'il y ait non seulement les États, mais effectivement les sociétés civiles, c'est-à-dire à la fois les entreprises, les ONG qui défendent l'environnement, toute une série d'acteurs territoriaux, etc. Et il faudra non seulement le faire au niveau national, pour chaque société nationale, les États et les sociétés civiles, mais il faudra aussi représenter le transnational. Aussi bien d'ailleurs les entreprises transnationales que les ONG transnationales, parce qu'aujourd'hui, le monde est comme ça, qu'il y a aussi des dynamiques qui sont transfrontières. Tout ça, c'est un énorme chantier, mais on l'a dit tout à l'heure, j'ai entendu ça ce matin, Make it work, l'initiative des étudiants dont on parlait ce matin. C'est de ça qu'il s'agit. Non pas en opposant les États et les sociétés, mais en disant on ne peut plus en rester à l'interétatique, ça ne marche pas, et ça ne peut pas fonctionner. Voilà, tout ça, ça paraît une tâche immense, mais l'enjeu aussi est immense, et en gros, le changement est inévitable. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça, nous n'avons pas le choix. L'Anthropocène nous unit, que nous le voulions ou non, dans le destin commun, qui est une certitude. Il nous enjoint, je crois, d'écouter le vieux Montaigne. Hein. Chaque être humain porte en lui la forme entière de l'humaine condition, c'est dans les essais.
Ben, c'est vrai, aujourd'hui. L'humaine condition, elle est partagée par tous les êtres humains. Et donc, je pense que ce que nous avons essayé de faire, c'est, je dirais, de créoliser un petit peu notre humanité pour apprendre de la diversité culturelle. C'était un peu le projet de départ. Et pour, je reprends une dernière fois la formule de Bertrand Badi, multi-contextualiser notre aspiration commune à l'égale dignité des êtres humains et à l'universalité des droits. Je crois que ces 3 journées nous ont fait progresser dans cette voie. Et pour la suite, parce que nous allons continuer à travailler, j'imagine, même après nous être séparés, nous allons continuer à militer ensemble, je vous livre comme viatique, en tout cas ce sont des choses auxquelles je tiens, 2 exhortations, l'une qui est très ancienne. Le vieux Sénèque, bien avant Montaigne, disait « c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Et donc, même si on peut dire c'est vite dit, c'est utile de ne pas l'oublier. Et le deuxième est beaucoup plus récent, la deuxième exhortation est beaucoup plus récente, mais c'est un vrai plaisir pour notamment la Ligue des droits de l'homme, dont je suis un des animateurs en France, qui était partie prenante de la coalition Climat 21, dont on parlait tout à l'heure. C'est un vrai plaisir d'écouter ce que nous disent les générations suivantes de militants, parce qu'on ne l'a pas assez dit, mais ces militants-là, ce sont nos enfants. Je dis ça parce que je suis plus tout jeune. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Les jeunes dont on dit souvent qu'ils ne militent pas, on le dit à tort, ils sont là, ils militent pour autre chose. Eh bien, les gens de la Coalition mondiale climat, les gens de la Coalition Climat 21 ont un slogan très simple. Soyons le changement que nous attendons. Pas seulement préparons-le, construisons-le, discutons-le, soyons-le. Soyons-le de bas en haut, à travers nos pratiques individuelles, à travers nos engagements collectifs et à travers notre détermination à penser l'avenir. Voilà, je reste donc optimiste et je vous remercie de votre longue attention. Merci, 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 merci.